fait, considérez que l'ego, c'est votre carburant. Ouais. L'ego, c'est votre carburant. C'est ce qui vous permet de développer une réalité de ce que vous êtes, et en même temps, ce qui fait votre quête permanente. Donc quand on dit de gamin, il a un ego, ce gamin, il va être champion du monde, il a 8 ans, il ne sait rien faire. Arrête de rêver, mon petit, non. On devrait lui dire, tu le veux? C'est vraiment ce que tu veux? Raconte-moi comment. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dire, arrête de rêver, va à l'école, va travailler. Ça vous parle ou pas tout ça? Moyen. Ça vous résonne moins? Non, c'est pas inintéressant, mais ça m'éloigne de mes préoccupations en fait. Sur le sujet de Allez, comment les coaching et de comment. Mais vous faites du coaching tous les matins. Oui, non, mais le problème, c'est comment faire en sorte qu'un maximum de personnes aient cette approche-là dans la relation d'aide. Vous savez ce qu'il Parce faut que c'est comme ça que ça marche. En fait, il faut arrêter d'avoir des réponses normatives. Parce qu'à partir du moment où on fait du coaching, il ne vous a pas échappé, moi, vous êtes habitué à la relation, que depuis tout à l'heure, on se considère individuellement. Hein. Et que donc, il n'y a jamais un préjugé, et que chacun est accueilli pour sa réalité, et qu'étant accueilli pour sa réalité, on s'écoute. Parce que dans le coaching, c'est quoi? C'est découverte. En fait, vous savez, un grand prof de maths qui donne l'appétit des maths à ses gamins, c'est un grand coach. Il est dans l'acte pédagogique quand il parle au nombre, mais quand il est dans l'individualisation de la démarche, c'est un coach. Et un coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous amène à vous étonner de vous-même. Je connais plein de grands soignants, ben vous aussi, ça peut, bien sûr. Je connais plein de grands oncologues qui ont développé des logiques d'alliance thérapeutique, où quand le patient les voit, il leur dit à la limite le traitement est accessoire. Il m'a reboosté. Oui, c'est ça. C'est ce que vous faites tous les jours, je présume, alors avec vos équipes, parce qu'il est là l'enjeu. Oui, mais surtout pour le retour vers l'autonomie. Le souci, c'est. Ça vous On parle a de une idée de comment on peut faire, on a une idée de comment on peut faire, mais nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a aussi affaire à des personnes qui sont dans une relation d'aide, mais qui sont à milieu de cette démarche-là, et qui sont dans le normatif, dans le contrôle, dans la procédure, dans une position supérieure, en disant c'est comme ça qu'il faut. Vous comprenez, c'est comme ça que vous devez faire, et en gros pas autrement. Voilà, dans cette forme-là. Je pense que le coaching est une innovation sociale, en fait. C'est une vraie innovation sociale. La relation d'aide est une innovation sociale. Mais en fait, elle est évidente dans certains pays. Hein. Pour Eric, tout à l'heure, quand tu le faisais... C'est pas évident. Ah ben pas du tout, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous, on est quand même pris au piège aussi d'une forme d'attente et de dépendance. Oui. Mais une dépendance qui aussi incarne, pour nous, le confort. Tout à fait. Attendez, on ne nous impose rien. Hein. On a construit des chemins où on accepte de temps en temps cette forme de dépendance parce qu'elle me raconte l'histoire d'un confort. Quoi. Vous voyez la possibilité après de pouvoir s'en plaindre pour dire. Mais c'est évident, comme ça on protège son narcissisme, c'est pas de notre faute si on n'avance pas. Vous voyez ces aspects-là? Et c'est exactement pareil, notamment nous à l'université, où on nous a dit un jour, il faut professionnaliser. Et là, mes collègues grands chercheurs, mais nous non, on est le savoir. Et les pauvres coachs, le savoir. Et ils disent, il faut qu'ils trouvent un boulot après, hein, s'ils ne se destinent pas à l'enseignement supérieur à la recherche. Et donc, en fait, c'est. Je crois qu'on arrive à un moment où on déconstruit des dogmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En santé aujourd'hui, il y a un patient qui dit non, je ne veux pas que tu me soignes. Ça n'existait pas. C'était la soumission, c'était guéris-moi, sauve-moi. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus dans les alliances thérapeutiques, on vous amène dans ce traitement, il faut venir avec nous, parce que c'est un peu compliqué quand même, hein. Tout ce qui est innovation thérapeutique, tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai le plaisir de connaître pas mal de gens qui sont dans l'innovation thérapeutique, c'est une coopération avec le patient. Et dans ce qu'on se dit, Mohamed, l'enjeu de la coopération, c'est la bonne et totale conscience de la réalité de ce qui se joue. Et pour avoir une pleine conscience de ce qui se joue, il faut coacher. Pas très compliqué, hein. Il faut coacher. Tu sais ce que tu veux, d'accord, pourquoi tu le veux. Alors coaching, je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Je sais toujours pas ce que c'est. Être humain, être à l'écoute et accompagner. Et je crois, c'est presque une maïotique socratique. Je crois que c'est l'accompagnement. Un ami. Alors, ami, attention, parce qu'ami, tu fais un transfert affectif et tu veux que l'autre devienne ta réalité de ce que tu es. Et là, il ne faut pas déconner. Tu n'es pas un gourou. Ouais. Parce que dès que tu commences à me foutre un peu des sentiments, tu dois tout ça, c'est plus simple. Dès que tu commences à me foutre un peu des sentiments, ça veut dire que tu veux un peu aliéner l'autre à une réalité de tes valeurs affectives communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il te ressemble. Et s'il ne te ressemble pas, tu as un préjugé, tu ne l'acceptes pas. Parce que l'enjeu, c'est respecter les altérités.
Et les altérités ne sont pas fondées sur des valeurs, enfin, sur des normes communes de dimension affective. Ça vous parle ou pas ce que je vous raconte là? L'altérité, c'est considérer l'autre dans ses propres croyances, dans ses propres déviances, dans ses propres contre-vérités, mais il n'en reste pas moins que tu es dans une relation d'aide. On est un peu dans la bienveillance. Ouais. C'est complètement ça. Sauf que la bienveillance aujourd'hui, c'est considéré comme une faute. On est d'accord ou pas? Être bienveillant aujourd'hui, c'est considéré très souvent comme être faible. Non. Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense que ça peut être oui et non. Allez, Jean-Claude, mais en fait, je vous envoie une question pétarage. C'est une question pétard, parce que j'ai pas envie de faire que parler, moi. Merde, aidez-moi un peu. Moi, dans la relationnelle, je ne peux pas être... Dans bienveillance, il y a le bien. Mais c'est Il peut m'arriver d'être... Dans bienveillance. Dans une démarche de colère, par exemple, ou de ras-le-bol. C'est pas la bienveillance. C'est pas la bienveillance. Mais c'est pas grave, tu peux être bienveillant avec quelqu'un comme ça. Parce que si tu Arrête de me casser les couilles maintenant, tu le veux, fais-le, je suis là. Tu es bienveillant. Qu'elle fait, c'est pas Tu vois? donc tu es bienveillant. Oui. C'est un bienveillance. outil. Allez, je vous aide. Troisième rideau. Ne confondons pas bienveillance et compassion et sollicitude. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'espère être très bienveillant avec mes enfants. Bienveillance, c'est aider, compassion. Mais à un moment, tu dis, tu vas aller au paradis, faut mourir. Et c'est pas, je vais trouver le chemin du paradis. Parce que la bienveillance, en fait, elle est hyper dangereuse, l'ultra-bienveillance. C'est parce qu'elle est aliénante. Elle est facilitatrice. Et si elle est facilitatrice, elle coupe l'autonomie. Ouais, l'addictive. Et puis on peut recréer... Vous voyez? Vous n'êtes pas d'accord? Putain, vous me regardez le travers depuis tout à l'heure, là, j'ai peur. Vous avez du mal à suivre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, non, elle n'a pas du mal à suivre. On peut, par la bienveillance, recréer des formes d'inégalité, en fait. Complète, Au départ, de soumission. Ou de soumission, Qu'est-ce qui te met en colère? C'est de voir que, entre guillemets, quand la chance est offerte, l'autre ne la saisit pas. Oui, c'est ça, oui. Puis de le dire, parce qu'à un moment donné, en fait, le plus important, ce qui me paraît le plus important, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent, de pouvoir argumenter là-dessus. Il ne peut y avoir de vraie bienveillance sans sincérité. Bon, mais c'est coûteux d'être sincère. Même si on se trompe, hein. Oula, oui. Moi, c'est coûteux. Je vais vous faire un aveu. Dans mes relations avec les sportifs de haut niveau, c'est facile. Hein. Tu parles, tu dis, ah putain, voilà, j'en ai marre. Ah ben arrête. Tu veux pas aller aux Jeux Olympiques? Ben arrête, c'est une merde. Ah, faut pas chier, putain. Et hop, vous voyez, et vous cherchez l'ambivalence. L'ambivalence. Je vois que t'as pas envie d'arrêter. Je voudrais bien, mais. On est tous porteurs de mer, c'est une réalité. Je voudrais bien, mais qu'est-ce qui se joue alors? Vous écoutez, vous reformulez, et l'autre, systématiquement, c'est comme l'entretien motivationnel quand tu luttes contre les addictions. C'est pareil. Hein. Tu fais la balance, quel intérêt à changer, quel désintérêt à changer, le renforcement positif sur les compétences développées, sur la réalité de tout ce qu'il a amené à être ce qu'il est, la promesse du demain, et l'accompagnement des ambivalences en les acceptant, non pas en disant mais arrête, c'est pas possible, tu m'emmerdes avec tes... Non, tout est bon à être écouté, entendu, parce qu'en reformulant, l'autre va avoir une forme de prise de conscience accélérée de la réalité de sa propre ambivalence. Et s'il a une situation de mordre sur le sujet et de changer, il va l'accepter tel que. Sinon, vous allez mettre en évidence une incohérence. Et le principe des incohérences, c'est pas à vous de les traiter. Hein. Mais c'est à vous de les montrer. C'est ça le coaching, c'est la maïotique. C'est Socrate, hein, c'est un vrai coach. Il faut que poser des questions. Je présume que c'est pareil chez toi. C'est ça, puis d'éclairer des aspects, des particularités de chacun, puis voir ce que l'autre en fait en fait. Parce que c'est réciproque. C'est une co-construction. Voilà. Moi aussi, hein, j'apprends. Il y a un moment donné, on oublie souvent ça dans la relation d'aide. On a l'impression que c'est unilatéral, mais non, il y a un échange. Et j'en apprends encore. Hein. Tu acceptes l'idée aussi que ça ne peut pas être une méthode ou une formation figée. Non. On est tous apprenants. Et ça devient donc une praxis. Exactement. Une praxis. Et là, c'est d'une complexité absolue, mais d'une évidence folle. C'est que chaque situation relate sa propre vérité. Et que donc on n'est pas là pour porter des préjugés, pour porter des contingences ou pour porter des normes et faire rentrer dans des cases. Systématiquement, quand on est dans ce type de relation d'aide, on co-construit avec l'autre un objet qui ne vaut que par la relation. Vous voyez ce paradoxe? Attendez, on a tous un maître. Hein.
qui nous a inspirés. Voilà, tous, hein. Quelqu'un qui, à un moment dans notre vie, moi c'était un entraîneur sportif, qui m'a dit que finalement, j'étais pas si nul que ça. Parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit, j'étais un CPPN. J'ai commencé par des classes de CPPN. Et je suis professeur des universités, titulaire de chaire. Comprenne qui peut. Hein. J'ai toujours pas compris moi non plus. Mais en tout cas, j'ai vu des gens qui voyaient une partie, entre guillemets, de ma vraie histoire que je cachais par mon auto-stigmatisation. Ça va, c'est bon ?